Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors le professeur Ndiaye Hafidahullah m'a demandé de faire une petite intervention sur le sujet de la médiation familiale. Pour que ce soit plus attrayant et moins théorique, Inch'Allah, j'avais pensé à vous l'expliquer par un exemple concret qui vient de ma pratique professionnelle. Une séance de questions-réponses suivra après ça. Je vais commencer par me présenter, Inch'Allah, pour que vous sachiez un petit peu à qui vous avez affaire. Donc je m'appelle Souatej, je suis médiatrice familiale et sexothérapeute. Donc je reçois principalement des couples à mon cabinet à Molenbeek, mais j'interviens aussi dans les familles où il y a des conflits entre frères et sœurs par exemple, ou entre parents-enfants. Donc je me suis spécialisée dans le champ familial, mais la médiation intervient dans quasi tous les domaines où il pourrait y avoir des gens et donc des conflits. Il existe par exemple la médiation scolaire, où le médiateur intervient dans les écoles entre s'il y a un conflit entre un prof et un élève. Il existe la médiation hospitalière, pareil pour un conflit entre un patient et un membre du personnel. Il existe la médiation locale, donc un médiateur qui est présent dans chaque commune pour intervenir par exemple entre deux voisins qui se disputent. Il existe la médiation pénale, sociale, d'entreprise, interculturelle, enfin voilà, toutes sortes de médiations différentes, enfin en tout cas champ de la médiation, mais le processus reste le même, donc la manière dont on travaille reste le même. Donc ces dernières années, la médiation a fait un grand boom et s'est développée un petit peu partout, parce qu'il y a plusieurs avantages à ça en fait, mais Inch'Allah j'y viendrai. Donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails au niveau du statut en Belgique, vous pourrez me poser la question plus tard si ça vous intéresse. Mais ce que vous devez retenir, c'est que en fait, le métier de médiateur, c'est un métier à part entière et qui ne s'improvise pas, malgré toute la bonne volonté qu'on peut y mettre. Mais si vous devez en consulter un, je vous invite vraiment à vous renseigner sur le parcours académique de l'intervenant parce que ça peut créer beaucoup de dégâts. En fait, n'importe qui pourrait mettre une plaque devant sa porte et s'improviser médiateur parce que ce métier n'est pas protégé, n'est pas reconnu en tout cas comme par exemple celui du psychologue ou de l'assistant social. Donc il faut faire très attention à la personne que vous choisissez. Donc le sujet que nous allons aborder, Inch'Allah, est d'une grande importance parce qu'il a un impact direct sur notre vie sociale. Tout au long de sa vie, l'être humain va rencontrer beaucoup de situations où il devra se réconcilier avec quelqu'un. Donc c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a longuement insisté sur ce principe moral. Il est, subhanahu wa ta'ala, celui qui nous connaît le mieux. Et donc il connaît nos forces, il connaît nos faiblesses, et toute l'instabilité que notre humeur peut avoir comme impact sur nos relations, par exemple dans notre couple, dans notre vie familiale ou dans la société en général. Donc cette notion est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran et la Sunna. Donc je citerai que deux versets pour illustrer ce propos, mais le professeur Ndiaye, Inch'Allah, pourra en parler bien mieux que moi. Par exemple, dans le verset 10 de la sourate 49, Allah subhanahu wa ta'ala dit, d'après une traduction approximative en français, donc les croyants ne sont que des frères, ramenez donc la paix, dans une autre traduction, la réconciliation, ramenez donc la paix, la réconciliation entre vos frères, et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Donc dans un autre verset, donc c'est la sourate An-Nisa, le verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala dit, toujours d'après une traduction approximative, et si une femme craint de son mari abandon ou indifférence, alors ce n'est pas un péché pour les deux s'ils se réconcilient par un compromis quelconque, et la réconciliation est meilleure, puisque les âmes sont portées à la ladrerie, mais si vous agissez en bien et vous êtes pieux, Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc il serait ici trop long de rapporter tous les versets et tous les hadiths qui incitent à la réconciliation, mais ce que l'on peut retenir, c'est que c'est un acte qui est fortement encouragé. Ça permet entre autres de dissiper la haine, de répandre l'amour entre les gens, de gagner du temps, et enfin d'inciter au pardon. Alors la médiation, qu'est-ce que c'est ? Je dirais simplement que c'est une manière de résoudre un conflit, mais dans un cadre qui est bien précis.
Alors le rôle du médiateur est d'intervenir comme tiers neutre. Ça veut dire qu'il n'a pas d'intérêt dans le conflit. Il doit être impartial par rapport aux deux parties, c'est-à-dire que le médiateur ne prend pas parti pour l'une ou l'autre personne. Donc le contenu de la médiation est confidentiel. Donc le médiateur familial, le médiateur tout court, est soumis au secret professionnel. Et enfin, un élément qui est super important selon moi, c'est que la médiation est volontaire. C'est-à-dire que les parties ne sont pas là par obligation. Elles sont présentes parce qu'elles veulent trouver une solution à leurs problèmes pour l'une ou l'autre raison. Peu importe ce qui les motive, ce qui est important, c'est qu'ils veulent être là pour ça. Malheureusement, dans certains cas, le juge oblige la personne à faire une médiation. Donc cette condition n'est pas toujours remplie dès le départ, mais elle peut venir plus tard lors des autres rencontres. La médiation a beaucoup de succès auprès des juges ces dernières années, parce qu'elle permet de gagner du temps et de l'argent, en fait. Alors le médiateur aide les personnes à trouver des solutions à leurs conflits. C'est donc un spécialiste de la relation. Il intervient entre deux parties en conflit. Donc si la personne est seule, il n'y a pas de médiation. En tout cas, une médiation ne peut pas être envisagée. Il doit plutôt aller voir un psychologue. Donc il faut vraiment deux parties en conflit pour pouvoir organiser une médiation. Mais on va prendre un cas concret, Inch'Allah, qui vous permettra de comprendre le processus de la médiation et vous donner une idée bien plus claire de comment les séances se déroulent, parce que je reçois souvent ces questions-là. Alors je vous expliquerai cela avec deux situations différentes. La première que je prendrai, ce serait l'exemple d'un couple qui est au bord du divorce, mais qui ne le souhaite pas vraiment. Donc ils sont surtout perdus, et ils ne voient pas d'autre solution que la séparation. Donc généralement, ils n'arrivent pas main dans la main avec un grand sourire et ils frappaient à ma porte. Donc ils sont plutôt en crise, ils ne s'adressent pas la parole depuis un certain temps. Donc l'un des deux en a marre de la situation et m'appelle en dernier recours avant de demander le divorce ou la séparation. Donc si les deux personnes ne peuvent vraiment pas se supporter ou ne pas se parler, je fais un premier entretien individuel avec la personne qui m'a appelé, puis je contacte la seconde pour un second entretien avec elle. Et ensuite, on commence la médiation. Mais idéalement, je les reçois pour un premier entretien en même temps, pour leur expliquer les principes de la médiation, ce que je fais et mes limites. Donc je leur explique que je suis là pour pour les aider à faciliter la communication entre eux, que je travaille en réseau avec d'autres spécialistes vers qui je renvoie si nécessaire. Par exemple, une psychologue s'il y a besoin d'une thérapie individuelle, par exemple une assistante sociale s'il y a des besoins administratifs, une juriste, ou encore un imam s'il y a des questions religieuses qui se présentent. Donc pour moi, chacun a son domaine de compétences. Donc j'ai le mien, et j'explique bien comment je peux les aider avec leurs problèmes, et ce que les autres peuvent faire dans ce sens aussi. Donc à la fin de cet entretien, qui dure en général entre 1h30 et 2 heures, donc on a un bel aperçu des difficultés que vit le couple. Donc moi, ça me permet d'observer comment le couple se comporte, comment il communique, et surtout, en fait, comment il se dispute, et si la médiation convient vraiment à leur situation. Et eux, ils peuvent voir si ma manière de faire, elle leur convient. Ensuite, à la fin de la séance, je fais un résumé des problèmes que j'ai pu relever, et je propose un plan d'action pour la suite. Je renvoie chez l'un ou l'autre expert si c'est nécessaire. Donc s'ils décident de ne pas continuer avec moi, ils repartent avec au moins quelques informations qu'ils peuvent exploiter. Si le couple décide de poursuivre, alors je rédige un protocole, ce qu'on appelle un protocole de médiation, que toutes les parties doivent signer, et qui fixe les détails des séances futures. Par exemple, les différents points abordés, les questions financières, la fréquence des rencontres, et ensuite le travail de médiation commence, Inch'Allah. Généralement, qu'on soit musulman ou non, les conflits tournent autour des mêmes sujets. On va dire que dans le top 5, on a les conflits autour de l'argent, les conflits autour de l'éducation des enfants, les problèmes avec la belle famille, les conflits qui tournent ou qui touchent la gestion quotidienne, donc tout ce qui est tâches ménagères et la gestion du foyer.
Et enfin, les conflits qui touchent à l'intimité du couple, généralement, ça finit par avoir un impact. Et on pourrait rajouter éventuellement les conflits qui tournent autour de la répartition, vie privée, vie professionnelle, pour les couples où les deux travaillent. Parfois, ça peut poser des problèmes. Généralement, il n'y a pas qu'un seul problème, il y a plutôt une accumulation de deux ou plusieurs problèmes. Donc, en fait, ces conflits sont insolubles. Ça posera toujours problème, mais c'est plutôt la manière dont on va les gérer qui va déterminer si le couple va durer ou pas. Mais si cela vous intéresse, Inch'Allah, on pourra développer chaque point et explorer certaines pistes de solutions qui existent. Durant la séance, en fait, on va plutôt parler de ce que la personne vit, comment elle comprend le conflit, ce que ça provoque chez elle, quels sont les enjeux et les besoins derrière tout ça. Derrière un non, il y a des explications. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. On va vraiment prendre le temps de tout déployer. Généralement, c'est justement ça que les couples ne font pas, ou en tout cas quand il y a une dispute, peu importe avec un couple, peu importe dans le couple, dans la famille ou avec des collègues, on reste à la surface des soucis. Donc là, au contraire, on va vraiment aller dans le détail. Donc si on prend l'exemple d'un conflit qui concerne la gestion financière, on va parler des dépenses, de ce que l'argent représente pour chacun, de l'éducation qu'on a eue par rapport à ça, du pourquoi il ou elle dépense autant ou au contraire pas assez, etc. etc. Si on aborde par exemple le sujet de l'éducation des enfants, on va parler des valeurs de chacun et de ce qu'on aimerait transmettre, etc. On va vraiment prendre le temps de rentrer dans les détails de chaque chose pour être clairement compris. C'est, pour faire un parallèle, comme si la femme parlait le chinois, l'homme parlait espagnol, et que le médiateur, c'était un traducteur entre les deux. Enfin, l'autre exemple que je vais prendre, c'est le couple qui a déjà essayé la médiation, mais pour l'une ou l'autre raison, ça n'a pas abouti. Donc ils sont persuadés que le divorce est la seule solution possible. Donc dans ce cas-là, la médiation est, on va dire, plus classique, si je peux dire. Ça veut dire qu'elle va tourner autour de comment la vie va s'organiser avec les enfants, les frais liés à l'éducation par exemple, les biens immobiliers s'il y en a. En fait, tout ce qui va faire qu'on va rester en contact malgré le fait qu'on soit séparé de l'autre. Donc c'est le même processus que pour la première situation. On va aborder tous les détails financiers et éducatifs et tout sera mis au clair. Une fois que le couple est d'accord, je rédige un accord de médiation où je reprends tout ce qui a été conclu. Donc ce document peut être homologué ou remis au juge et c'est cet accord qui va être pris en compte plutôt que ce que le juge aurait tranché s'il n'y avait pas eu de médiation. Donc ça permet par exemple dans ce cas-ci au couple de reprendre ses responsabilités et de moins subir la situation parce que le juge ne va jamais prendre autant d'heures ou autant de temps pour discuter de tous les détails. Donc ça permet aussi de pouvoir discuter, trouver des arrangements sans se battre devant les enfants par exemple et d'apaiser les tensions. Alors les soucis qui touchent l'intimité sont plus délicats, donc c'est pour cette raison que j'ai cherché à compléter ma formation. Donc c'est à la fois technique et relationnel, mais on peut également développer le sujet s'il y a des demandes qui vont dans ce sens, Inch'Allah. Donc voilà, j'ai été assez brève. C'est pas facile d'être complète et claire sans que ce soit trop long à écouter non plus pour vous. J'espère que vous aurez saisi le message essentiel et vos questions sont les bienvenues pour ouvrir le débat, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc par rapport à mes études, j'ai d'abord fait des études en communication. J'ai fait une spécialisation, donc communication de 3 ans, puis j'ai fait une spécialisation de 3 années en médiation, et après j'ai rajouté la sexothérapie. Ça, c'est par rapport aux études. Par rapport à la question, est-ce qu'il est trop tard, qu'est-ce qu'il est parfois trop tard pour commencer une médiation? Moi, je dirais que non, il est jamais trop tard en réalité, et parfois ça peut être même bénéfique de faire la médiation plus tard parce qu'on a un peu plus de recul par rapport au conflit et on est plus ouvert au dialogue, on a moins, entre guillemets, de colère et de ressentiment après un certain temps. Du tabou de l'intimité est un sujet sur lequel je travaille beaucoup ces dernières années. Pour répondre franchement à la question, les personnes
consultent quand ils sont vraiment, vraiment en difficulté. Sinon, ils ne le font pas. Donc, tant qu'ils peuvent patienter, ils patientent. Et c'est dommage parce que le problème, entre guillemets, s'aggrave inutilement. Je vais donner un exemple concret, comme ça vous pouvez mieux comprendre. Par exemple, s'il y a des problèmes, on va dire, de rapport dans un couple, ils n'iront consulter que quand ils voudront, par exemple, avoir un enfant. Avant ça, j'ai déjà eu des couples qui sont restés comme ça, donc qui n'ont pas eu de rapport pendant presque 5 ans et ils n'ont décidé de consulter, de venir que quand ils ont voulu avoir des enfants. Donc c'est dommage parce que pendant ces 5 années, il y a de mauvaises habitudes qui se sont installées et on aurait pu vraiment faciliter, comment dire, trouver des solutions beaucoup plus facilement s'ils étaient venus, par exemple, après quelques mois. Je dirais que les résultats sont relativement bons quand les conditions sont réunies pour la médiation familiale. J'ai déjà eu des retours très positifs de personnes qui sont revenues après quelques mois en me remerciant, mais je leur explique en fait que c'est eux qui font vraiment le travail au quotidien. Donc en fait, il y a des résultats positifs quand les gens sont motivés à trouver des solutions et à vraiment appliquer ce qu'ils apprennent, entre guillemets, au cabinet. Et ceux qui viennent sur le long terme. Parce qu'une médiation, il faut savoir que c'est pas en 1 ou 2 séances, ça prend quand même quelques séances pour vraiment remonter aux sources du conflit. Donc ceux qui viennent dans l'optique de trouver des solutions et qui appliquent et qui trouvent vraiment la solution au problème à la base, ceux-là ont d'excellents résultats. Malheureusement, dans la pratique, les gens viennent parce qu'ils sont en crise, ils viennent une fois ou deux pour essayer de trouver une solution rapidement à ce qui se passe maintenant. Et quand on le fait, après, ils ne viennent plus. C'est-à-dire que une fois qu'ils ont apaisé les tensions, pour eux, c'est suffisant. Et donc, ils laissent tomber. Pour la fréquence des consultations, cela dépend des couples, enfin des personnes qui viennent en consultation et de voir eux leur emploi du temps. Mais de toute façon, le minimum entre 2 consultations, c'est 1 semaine. Donc sur un mois, on peut faire maximum 4. Oui, financièrement, c'est ce qui freine beaucoup de personnes pour entamer une médiation. Mais il faut savoir, enfin, je pense l'avoir dit dans l'audio, il existe dans chaque commune des médiateurs en fait qui sont mis à la disposition des gens gratuitement. Donc eux, ils sont payés par la commune, donc ils ont un salaire et ils travaillent à temps plein pour la commune, essayent de trouver des solutions avec les habitants. Maintenant, ils ne sont pas eux spécialisés dans comment dire l'un ou l'autre champ de la médiation, mais ils peuvent déjà faire ou entamer le dialogue entre deux personnes s'il y a vraiment un conflit. Je dirais que pour le cursus, il y a un diplôme de médiateur par rapport à la formation. Donc là, il y a des cours de psychologie, de sociologie, de droit, cours, comment dire, des exercices, des mises en situation. C'est vraiment une formation très complète. Après, le reste vient avec la pratique et l'expérience. Par rapport aux qualités que le médiateur doit avoir, je dirais que la première, c'est les qualités d'écoute. Donc savoir écouter sans juger, ça c'est vraiment très très important. L'empathie et aussi savoir garder un secret et ne pas donner son opinion, savoir faire abstraction de ça. Donc je pense que ce sont les principales, en tout cas celles qui me viennent en tête. Ce que je conseille de faire, c'est toutes les formations en fait qui aident, donc ce sont des formations qui aident les personnes à mieux communiquer, à travailler sur soi. Par exemple, il y a des formations en communication non violente, CNV, qui se donnent un peu partout dans le monde. Et je vais vous mettre le lien du site officiel. Et ils font de très très belles formations avec des exercices pratiques. Donc comment savoir parler à son conjoint ou aux enfants. Donc parler, c'est vraiment une méthode, je pourrais expliquer la méthode, ça c'est pas un problème. Je pourrais en parler, Inch'Allah, faire un audio qui explique que ça. Mais c'est vraiment dans la pratique que allez vous améliorer et pas en lisant des bouquins, entre guillemets, qui vont vous apprendre, qui vont vous apporter de la théorie et des connaissances. Mais c'est vraiment la pratique qui va faire toute la différence. Je voulais juste vous remercier, Barakallahu Fikoum, pour votre présence et vos questions pertinentes. Ça a permis d'apporter les éclaircissements qui manquaient à l'audio. N'hésitez pas à
proposer des sujets, si je peux encore, comment dire, intervenir. Envoyez vos sujets au professeur, Inch'Allah, et on essaiera de faire ça dans un avenir proche, Inch'Allah. N'hésitez pas à parler de la médiation autour de vous, parce que ça servira à énormément de personnes, parce que soit ils ne connaissent pas, soit ils n'osent pas franchir le pas, alors que vraiment c'est un vrai bienfait pour la relation, peu importe le degré, mais en tout cas oser franchir le pas. N'hésitez pas à me poser vos questions en privé, vous avez mon numéro de téléphone, Inch'Allah. Tout est le bienvenu. Et sinon, je peux vous renvoyer vers d'autres. J'avais dit dans l'audio que j'avais donc un réseau que je m'étais fait. Donc, si vous avez besoin d'aide pour l'un ou l'autre souci, si moi je ne peux pas vous aider, je vais vous renvoyer vers un autre spécialiste, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.